Voyons maintenant comment on peut rapporter la preuve et faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable. Dans la première vidéo, je vous ai montré quels étaient les enjeux de cette reconnaissance. Dans la deuxième vidéo, je vous ai expliqué quelle était la définition de la faute inexcusable. Et bien, en fonction de cette définition, il y a une nouvelle répartition de la charge de la preuve. Et ça, c'est une question qui est d'actualité parce que la jurisprudence est en train d'évoluer. Alors, elle est en train d'évoluer, pourquoi? Parce que je vous expliquais qu'il y avait une définition classique depuis les arrêts amiantes de 2002, où on vous dit que pour caractériser une faute inexcusable, il y a deux conditions, d'accord? Il faut démontrer que l'employeur il avait conscience du danger ou qu'il aurait dû avoir conscience du danger. Et il faut également démontrer qu'il n'avait pas pris ou pas suffisamment protégé le salarié, donc il y avait une insuffisance ou une absence des mesures de protection. Et depuis les arrêts amiantes, la Cour de cassation, elle considère que cette faute inexcusable, elle ne se présume pas, c'est la victime qui doit rapporter la preuve de cette faute inexcusable, et c'est une preuve qui est difficile parce que rapporter la preuve de la conscience du danger, vous voyez, c'est pas quelque chose d'évident. Mais justement, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence. Dans la dernière vidéo, je vous l'ai expliqué, il y a dorénavant la faute inexcusable, on la caractérise toujours par la conscience du danger, par l'insuffisance des mesures, mais ça, c'est apprécié à l'aune de quoi? À l'aune de cette obligation légale de sécurité qui pèse sur l'employeur, qui est définie dans le Code du travail. Et il y a une nouvelle répartition de la charge de la preuve que vous allez voir est finalement assez simple et qui est très compréhensible. Pourquoi? Parce que, eh bien, en fait, dorénavant, il y a il y a un raisonnement qui s'opère en trois temps. Le premier temps, c'est au salarié, à la victime, de rapporter la preuve qu'elle a été victime justement d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, parce qu'il peut y avoir une contestation de ce point de vue-là. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'indépendance des rapports dans laquelle j'expliquais que même dans le cadre de la faute inexcusable, l'employeur, il peut vouloir contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Donc, le premier temps du raisonnement, c'est pour le salarié de rapporter la preuve qu'il y a bien un accident du travail, il y a bien une maladie professionnelle. Pourquoi? Parce que, eh bien, en fait, la faute inexcusable, elle ne peut être retenue que pour autant qu'on est en présence d'un accident du travail et d'une maladie professionnelle. Donc ça, c'est le premier temps du raisonnement, mais a priori, quand vous avez une reconnaissance d'un accident du travail et d'une maladie professionnelle, la contestation, elle est quand même assez délicate pour l'employeur. La deuxième temps du raisonnement, et c'est ça qui est nouveau, en fait, dans la jurisprudence de la Cour de cassation, c'est que l'obligation légale de sécurité qui pèse sur l'employeur, eh bien, en droit du travail, c'est les arrêts qui sont ici, on vous dit clairement, c'est à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a correctement exécuté l'obligation qui pèse sur lui. Donc c'est à lui de rapporter la preuve de toutes les mesures de prévention, de précaution qu'il a prises pour protéger le salarié d'un danger qui s'est malheureusement réalisé. Donc en droit du travail, c'est archi connu que c'est à l'employeur de rapporter cette preuve, et en droit de la sécurité sociale, eh bien, c'est la même chose. C'est pas parce qu'on est dans le cadre d'une faute inexcusable que ce serait au salarié, à la victime, de rapporter la preuve de cette obligation légale de sécurité, parce que l'obligation légale de sécurité, elle pèse sur l'employeur, elle ne pèse pas sur le salarié. Donc on va pas demander au salarié de rapporter une preuve qui incombe à l'employeur et uniquement à l'employeur. Donc c'est ça qui est fondamental dans cette nouvelle définition de la faute inexcusable, c'est que c'est à l'employeur de montrer comment il a satisfait à cette obligation légale de sécurité qui permet de caractériser la faute inexcusable. Si bien qu'on en arrive au troisième temps du raisonnement, et le troisième temps du raisonnement, c'est le temps du juge. Le juge, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder, est-ce qu'on est bien en présence d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle? Qu'est-ce que l'employeur a fait? Quel est son comportement au titre de cette obligation légale, et de ça, le juge va déduire s'il y avait bien une conscience du danger, est-ce qu'il y avait aussi des mesures de prévention et de précaution qui étaient en adéquation avec le risque qui s'est malheureusement réalisé. D'accord? Donc en fait, ce raisonnement tripartite, il n'a pas été encore clairement reconnu par la Cour de cassation. J'ai plusieurs pourvois à l'heure actuelle où je sollicite ça. Il y a un des pourvois qui va bientôt être jugé. Évidemment, je vous ferai une vidéo sur l'arrêt une fois qu'il sera rendu. Mais pour moi, c'est assez évident. Cette nouvelle répartition de la preuve, elle est indiscutable. Le professeur Kaim Bago le considère elle aussi dans un article qu'elle avait publié au départ. Et cette répartition de la charge de la preuve que je vous explique là depuis tout à l'heure, ce raisonnement en trois temps, en fait, c'est un raisonnement qui est archi connu en droit du travail, parce que
c'est exactement la même chose qu'on dit pour le harcèlement moral. Pour le harcèlement moral, le salarié apporte des éléments, l'employeur doit ensuite montrer que tout ce qu'il a fait, c'était absolument exclusif de tout harcèlement moral, et c'est ensuite au juge de trancher la question. Vous avez la même solution sur tout ce qui est discrimination, d'accord? En matière de discrimination, on a la même répartition de la charge de la preuve. Pour les heures de travail, les heures supplémentaires, vous avez exactement la même solution. Et alors là, il y a des arrêts, il y a encore plus d'arrêts que ça. Ces derniers temps, ça ne fait... ça pleut, les arrêts comme ça. Sur le principe à travail égal, salaire égal, c'est la même répartition de la charge de la preuve. Donc vous voyez bien que ces arrêts, en fait, du 8 octobre 2020, la répartition de la charge de la preuve qu'ils instaurent en matière de faute inexcusable, c'est quelque chose qui est archi connu dans plein de domaines du droit du travail. Il n'y a aucune raison de statuer différemment en matière de faute inexcusable. D'autant plus que si on prend un peu de recul, cette répartition de la charge de la preuve en matière de faute inexcusable, elle est dans l'essence même de ce que constitue un contrat de travail. Dans un contrat de travail, vous avez l'employeur qui a un pouvoir de direction sur le salarié, d'accord ? Et de ce pouvoir de direction, on a dit, en contrepartie, il a une obligation légale de sécurité qui pèse sur lui. Et c'est à lui, en fait, de justifier comment il a exercé ce pouvoir de direction et comment, concomitamment, il a protégé le salarié au titre de cette obligation légale de sécurité. Donc vous voyez bien que la faute inexcusable, qui est l'échec, en fait, de cet exercice du pouvoir de direction de la part de l'employeur, eh bien la faute inexcusable, elle repose, au moins pour ce qui est l'obligation légale de sécurité, elle repose sur l'employeur. C'est à l'employeur de rapporter cette preuve. Donc voilà, pour faire reconnaître une faute inexcusable, malheureusement, il faut encore aller devant le tribunal judiciaire, le pôle social du tribunal judiciaire. Si vous avez besoin d'un avocat, je suis là.